Et la plus importante pour moi, c'est d'être sûr que les gens avec qui tu vas faire ta thèse vont savoir te porter. Bonjour, je m'appelle Owen King, je suis en 3e année de thèse à l'Institut de recherche pour le développement au sein de l'unité IPME pour interaction plantes, micro-organismes et environnement. Et je m'intéresse à l'interaction entre la plante et des micro-organismes bénéfiques, en particulier du genre Burkholderia, et le thème principal de ma thèse est de s'intéresser à la réponse physiologique et transcriptionnelle de la plante à l'interaction avec des bactéries bénéfiques. C'est un parcours académique très classique, licence, master, doctorat. Le truc génial dans la recherche, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est la chose qui, pour moi, est l'une des choses qui fait que j'adore ce métier. Ma journée classique, entre guillemets, si j'ai pas de manip spécifique, donc quand j'arrive au laboratoire, ça commence toujours par un café. Systématiquement. Parce que, en fait, la communication intra-équipe et inter-équipe est quelque chose qui est essentiel dans les laboratoires. On a besoin d'interagir entre nous, on a besoin de lieux pour ça. On a besoin de machines à café, en fait, de coins café pour discuter, parce que la science, elle avance aussi comme ça, juste en interagissant avec des gens de différents domaines, de différentes cultures, mais qui sont dans les mêmes qui sont dans les mêmes instituts, mais qui bossent pas forcément sur les mêmes thématiques, donc ils se rencontrent pas trop. Mais donc voilà, la journée, elle commence comme ça. Donc moi, c'est plutôt avec mon équipe. Ensuite, ça peut être donc soit faire des manips le matin, 2-3 heures. Ça peut être de la faire de la veille bibliographique. Moi, je me suis rendu compte aussi qu'en début d'après-midi, pour ne pas m'endormir après avoir mangé, c'est très bien d'aller au laboratoire. Comme ça, je m'endors pas sur mon ordinateur. Et en général, en fin de journée, là, je reste sur mon ordinateur. Donc, je peux faire des analyses statistiques, des sorties de visualisation de données, et commencer à rédiger des petits bouts d'articles, de thèses potentiellement. La responsabilité principale du doctorant est de se former en fait. Donc c'est non seulement à la pratique, à la paillasse quand on fait des sciences expérimentales, mais aussi en veille scientifique. Donc c'est aussi par exemple moi dans l'équipe, j'ai un petit rôle de suivi de bibliographie par rapport aux encadrants qui ont moins le temps de le faire. On a aussi comme rôle de diffuser notre recherche par le biais de vidéos par exemple, par le biais de communication dans des congrès, potentiellement de la vulgarisation, des choses comme ça. Ça implique de développer un bon nombre de compétences, que ça aille de l'organisation à la communication et aussi du travail en équipe, puisqu'il y a une compétence très importante, c'est de savoir où aller chercher l'information, de connaître les gens avec qui entourent, avec qui tu travailles, qui sont dans ton laboratoire et qui vont être ces personnes ressources qui vont te permettre d'avancer toi-même dans tes propres travaux. Il faut donner beaucoup de temps pour des petites avancées, ça c'est clair, et de savoir rebondir en fait. Si ça marche pas dans un sens, eh ben ça marchera peut-être dans un autre, et c'est juste pas se décourager. Je vais pas dire qu'il faut être passionné par la science, parce que c'est trompeur, je dirais. Moi, j'y suis plus facile. J'ai envie de décrypter la chose. Voilà, faut être curieux, en fait. La première des caractéristiques, c'est qu'il faut être curieux. Il faut aimer décrypter les choses. Et la dernière compétence très importante pour moi, c'est de savoir s'arrêter sur des choses qui sont un petit peu étranges et à laquelle on ne s'attend pas, en fait. Parce que y a plein de découvertes qui ont été faites comme ça, en disant, en fait, c'est une phrase que j'aime bien, c'est la meilleure phrase qu'un scientifique peut dire, c'est pas Eureka, ça a marché, j'ai compris, c'est ah, c'est bizarre ça. C'est de savoir en fait prendre le temps de s'arrêter sur l'événement un petit peu étrange auquel on ne s'attend pas et qui, si on arrive à le pousser, si on a la curiosité d'aller le chercher et de comprendre,
peut amener à vraiment de la nouvelle connaissance. Ce qui a pu être le plus compliqué pour moi au début, c'est justement d'aller chercher l'information en fait, d'aller au contact des gens du laboratoire, de ne pas être un petit peu intimidé et d'aller chercher quelqu'un que tu ne connais pas forcément, mais de se faire introduire par quelqu'un en disant bonjour, je suis nouveau doctorant ici, j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous pourrez m'aider sur ces choses-là? Ça, c'est l'une des difficultés que j'ai pu ressentir. Après, il y a difficultés techniques où moi j'y arrive pas, je recommence, j'y arrive pas, je recommence, j'y arrive pas, je recommence. Je beau demander autour de moi et tout le monde le fait de la même manière, mais moi ça marche pas. Là, du coup, il faut avoir la foi dans son projet, il faut rester accroché. Ouais, il y a cette idée il faut réussir à rester accroché à la chose en fait. Même si le résultat ne va pas dans le sens que tu le souhaitais et qu'il faut rebondir dessus et le réorienter en fait, il faut dire c'est pas grave, ça je peux le laisser de côté aussi. Ça c'est aussi quelque chose de compliqué que j'ai été amené à faire là récemment en début de 3e année, de laisser de côté un plan du projet que j'avais commencé à mener en fait. Parce que le temps ne le permet pas. Parce que 3 ans pour faire une thèse, c'est très court. Les objectifs de la thèse, outre toutes les formations et toutes les compétences, pour pouvoir soutenir, il faut avoir un article premier auteur. En tout cas, ça, c'est ce que demande notre école doctorale, l'école doctorale Gaïa. Ce n'est pas le cas pour toutes les écoles doctorales. D'autres demandent 2 articles premier auteur ou un article premier auteur et quelques autres articles en étant dans le corps des auteurs. Donc là, en gros, la 3e année, c'est un peu la course au papier en fait. C'est comment je vais valoriser mon premier article pour que, ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir écrire ma thèse et préparer la soutenance, choses comme ça. Après, on a aussi des façons de construire les thèses qui font qu'en fait les chapitres sont des articles. Donc on réfléchit en fait, et ce dès le départ du projet de thèse. Moi j'ai ce projet un peu fou, diront certains, de vouloir continuer dans la recherche académique. Donc la suite logique en fait c'est ce qu'on appelle un postdoc. Donc c'est des contrats courte durée qui peuvent aller de 6 mois à 3 voire 5 ans sur des gros financements. Moi typiquement là je rentre donc en 3e année, j'ai déjà commencé à prendre contact avec des chefs de laboratoire en dehors d'Europe en particulier. Et en fait, je leur propose je leur dis que je suis prêt à candidater sur ce qu'on appelle des fellowships. Donc en fait, c'est des bourses postdoctorales par différents instituts, Marie Curie, EMBO, d'autres types de sociétés biologiques ou autres, qui vont financer un séjour de recherche dans un laboratoire. Là, il y a actuellement un appel d'offres. Donc ça, c'est ce que nous permet le licite Muse, Montpellier Université d'Excellence, qui propose aussi aux étudiants, donc doctorants, qui, dans le cadre d'un projet post-thèse, d'aller faire une rencontre avec des laboratoires, aller faire des laboratoires à l'étranger. Il y a des projets typiquement de thèse où tu es amené à le faire. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans mon unité, mais par exemple à DIAD, qui est une unité avec laquelle on est très associé sur le centre de l'IRD de Montpellier, qui eux travaillent par exemple sur la diversité des plantes. Et donc eux vont faire des prospections au sud. Donc ça peut être en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Donc là, c'est des mobilités internationales qui font partie intégrante du projet, où ils vont rencontrer des scientifiques au sud, chercher des informations, ramener des échantillons. Ça peut se faire par le biais de collaborations déjà établies dans l'équipe, où par exemple, j'ai tel type d'expérience à faire, je sais que quelqu'un qui est en Angleterre, en Allemagne ou je ne sais où, a ce type de compétences-là, donc je vais prendre contact avec eux pour dire voilà, est-ce que vous accepteriez que je sois accueilli dans votre laboratoire pendant quelques jours pour que vous me transmettiez la technique et que je puisse faire mes échantillons dessus, et ça permet de créer des liens entre différents laboratoires. De la mobilité aussi en termes de congrès, parce c'est important aussi, donc je vous parlais d'un congrès à échelle nationale, faire un congrès à échelle internationale est aussi pas mal important. Donc ça on le fait en général avant de soutenir, en fin de 3e année. Alors un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire une thèse, pour moi il y a 2 étapes. D'abord, choisir un sujet tu sais qu'il va te porter pendant 2-3 ans, parce que tu vas le détester, ton sujet de thèse. Tu vas le détester. Tu vas dire que c'est nul, inintéressant, trop exploratoire ou pas assez exploratoire. Enfin bref, rester sur un sujet qui peut te porter pendant 3 ans. Donc ça, c'est la première étape qui te permet de filtrer en fait les sujets. Mais la deuxième chose, et la plus importante pour moi, c'est d'être sûr que les gens avec qui tu vas faire ta thèse
vont savoir te porter, vont savoir t'entendre, ont compris ta personnalité, ta façon de fonctionner, vont la respecter et vont t'aider à la modeler, à t'épanouir en fait, pour que tu puisses devenir jeune chercheur indépendant. Voilà. Donc c'est le choix et voilà, la chose critique, c'est vraiment la relation humaine. Pour moi, c'est l'encadrement.